informatique qui est implanté au Sénégal. Monsieur Frédéric Maté est un des cofondateurs de la société DocSérie qui est implantée en Suisse. Et nous avons monsieur Maurice Diouf qui est l'initiateur de ce webinaire, qui est le fondateur de la société Archive Consulting Group et qui est implantée au Sénégal, qui est une société d'archivage. Alors, je vais vous donner quelques indications. Les présentateurs vont faire chacun à tour de rôle leur présentation et il y aura toujours une série de questions-réponses qui sera possible. N'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat et je pourrai relayer ces questions aux présentateurs. Ce webinaire est enregistré. Je voulais le porter à votre connaissance et ça nous permettra nous-mêmes de nous améliorer ou d'affiner en fait nos présentations pour les autres fois. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à monsieur Insa Touré. Alors, monsieur Insa Touré, je vais le présenter brièvement. Il est digital entrepreneur et formateur en transformation digitale. Il est le fondateur, comme je l'ai dit précédemment, de la société Azerty Informatique qui est implantée à Dakar, au Sénégal, et qui a des représentations et des activités aussi dans 8 pays de la sous-région. Alors, son exposé aujourd'hui va porter sur l'importance du marketing digital et des opportunités business qu'on peut faire, améliorer la productivité et la visibilité d'une activité. Alors, n'oubliez pas de couper le son de vos micros, éviter qu'il y ait des parasites. Cela permettra d'avoir un meilleur son et que tout soit audible. Alors, je vais laisser la parole à monsieur Insa Touré. Sachez que cette présentation va viser à capaciter les archivistes, les bibliothécaires, les documentalistes, mais aussi les commerciaux. Ça va vous permettre de comprendre comment développer un business en ligne. Donc, je laisse la parole à monsieur Insa Touré. Ça serait bien qu'on puisse le voir à l'écran. J'ai l'impression que Insa s'est déconnecté. Je pense que j'ai allumé ma caméra. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, oui, voilà, on vous voit bien. C'est bon. Super, super. Je vais couper la mienne. Bonjour et... Voilà. D'accord. Alors, Maurice, ça me demande de me déconnecter et de me reconnecter pour pouvoir faire le partage d'écran. Est-ce que vous m'autorisez à faire 1 minute avant que je me déconnecte et que je me reconnecte afin que je puisse faire le partage d'écran? D'accord, très bien. 1 minute. Voilà, reste là-bas. Allô? On vous entend bien, donc vous pouvez y aller. Super. Donc, un instant. Est-ce que c'est OK? Est-ce que l'écran est partagé? L'écran est bien partagé, on vous voit bien. On voit bien l'écran. Alors, merci beaucoup, Madame Sow. Merci beaucoup, Maurice. Je fais une salutation à tous, à tous les gens qui sont aujourd'hui dans ce call. Je suis Insa
Touré, je suis social media stratégiste et digital entrepreneur. Alors en fait, j'interviens en fait aujourd'hui dans ce call sur invitation de mon ami Maurice Diouf. Alors en fait, pour parler un peu du marketing digital. Alors en fait, ce qu'il faudrait d'abord savoir en fait, c'est qu'à la base, c'est quel que soit notre secteur d'activité, soit le secteur dans lequel nous évoluons, le marketing digital devient en fait un pilier nécessaire pour deux éléments principalement, pour la productivité de son entreprise et pour la visibilité de son entreprise. Donc, du coup, on a besoin d'avoir d'outils qui nous permettent de pouvoir gérer les clients, de pouvoir faire du scaling up au niveau de nos prospects, de pouvoir quantifier, segmenter tous les nouveaux marchés en fait que l'on a envie d'attaquer, de pouvoir atteindre en fait des marchés que l'on ne pouvait pas avoir physiquement. À la base, comment ça marchait en fait le marketing traditionnel? On était obligé soit de prendre un commercial ou de se déplacer sur terrain pour que les gens connaissent ou découvrent notre produit, ou qu'on le fasse plutôt ce qu'on appelle en fait du bouche à bouche directement. Là maintenant, on a la possibilité d'atteindre les gens dans leur salon, dans leur bureau, à la salle de sport, à la plage, etc., etc., etc. Donc, on a beaucoup d'opportunités maintenant grâce au marketing digital. Et ça a commencé à se développer durant ces 6 ou 7 dernières années-là, dans la mesure où les outils d'algorithme, en fait, se sont liés avec les outils marketing, ce qui permet à une personne qui, à la base, démarrait et n'avait pas une grande communauté, n'avait pas beaucoup d'argent, pour qu'elle puisse, en fait, essayer de compétir avec d'autres entreprises qui ont eu beaucoup d'expérience que lui, beaucoup de moyens que lui, ou une communauté qui est bien plus grande. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en conclusion? Ça veut juste dire qu'en fait, qu'on a, grâce au marketing digital, une égalité de chance par rapport à nos concurrents et par rapport aussi à l'acquisition de marché. Alors, souvent, en fait, les gens, ils font une erreur. L'erreur qu'ils font, c'est qu'ils confondent le marketing digital et la communication. Donc, je l'oriente pas seulement dans le secteur des archivistes, hein. C'est dans un secteur assez général. Donc, je vais le dire de manière assez générale. Mais ce que les gens confondent, en fait, la communication et le marketing digital. C'est quoi la différence? La communication, en fait, c'est le fait d'avoir un message et de faire de telle sorte que les gens puissent recevoir le message par plusieurs moyens, hein, des moyens traditionnels comme des moyens digitaux ou par d'autres moyens, par des flyers, par des ads, etc. Le deuxième point, c'est le marketing digital. Donc, la communication, c'est le fait de faire de ce que les gens puissent recevoir le message. Mais le marketing digital, c'est tout ce qui est stratégique que je peux faire plutôt, pour faire de telle sorte que les clients que je veux avoir, que je puisse les avoir de manière beaucoup plus facile sans dépenser de l'argent. Donc, du coup, si vous faites un marketing digital où vous dépensez beaucoup plus d'argent tous les mois, ça veut dire que vous n'avez pas une bonne stratégie. Si vous n'avez pas une acquisition clientèle tous les jours, ça veut dire que vous n'avez pas une stratégie. Alors, je vais donner juste un euphémisme, en fait. Essayez d'imaginer un peu un iceberg. On a un iceberg qui est là. On sait qu'en fait, on a la partie émergée, on a la partie immergée. La partie émergée, c'est la partie qui est visible, elle est un peu plus petite que la partie qui est émergée. C'est une partie qui est bien plus grande, que l'on ne voit pas, mais qui est bien plus grande. Alors, c'est comme ça que ça marche directement. On a ce qu'on appelle en fait des outils business. Alors, c'est quoi les outils business? C'est, comment dire déjà, en fait, ce sont un ensemble d'outils qui ont été développés par les entreprises, notamment Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, etc., qui permet maintenant aux entrepreneurs de ne plus compétir avec le C2C, avec les utilisateurs seulement. Les réseaux sociaux, on utilisait en fait les canaux directement de client à client parce qu'on avait tous la même égalité. Chacun peut créer une page, chacun peut avoir un business, etc. en ligne. Maintenant, en fait, en tant qu'entrepreneur, quel que soit le business qu'on a, on a la possibilité en fait d'être au-dessus de la personne lambda, du client lambda, ce qu'on appelle les outils business. Quelle est la première phase maintenant pour pouvoir accéder à ces outils-là, qui sont des outils cachés, mais qui quand même, qui est le secret en fait de tous les marketeurs digitaux? C'est allez juste en exemple, allez juste sur www.business.facebook.com, www.business.linkedin.com, business.pinterest.com, business.google.com. Vous allez trouver qu'il y a une plateforme qui est complètement différente en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Et qu'est-ce qui se passe là-bas?
Là, j'ai juste un exemple. Par exemple, on a le Pixel. Le Pixel, qui est un outil qui a été développé par Facebook, qui vous permet maintenant de recibler les internautes en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction des horaires de connexion, en fonction de leur historique, en fonction de leurs amis, en fonction des vidéos qu'ils ont l'habitude de regarder. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le marketing digital a changé depuis que les algorithmes sont devenus beaucoup plus performants. Donc, qu'est-ce que chaque personne doit faire, chaque entreprise doit faire? Doit apprendre dès à présent à maîtriser le fonctionnement de ces algorithmes-là ou à maîtriser le fonctionnement des outils pro, des outils business. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour y accéder, tapez juste business. Le nom de votre application ou de votre site ou de votre plateforme.com. Là, vous allez trouver en fait des outils qui sont complètement différents. Donc, le Pixel, c'est un outil que vous pouvez apprendre à utiliser. Hein. Faites juste une recherche. Ça, je ne vais pas peut-être entrer dans les détails parce que le temps, il est quand même très court. Mais c'est juste en fait pour vous montrer en fait un exemple par rapport à ça. Donc, essayez de découvrir en fait cet outil-là. Alors, on a d'autres choses. Hein. On a ce qu'on appelle les business managers, qui sont des outils en fait qui sont très puissants. Donc, dans lesquels vous avez les creative studios, vous avez les ads, vous avez les analytics. Vous avez énormément d'outils qui sont là-bas. On ne pourra pas entrer dans les détails, mais il est quand même très important de les connaître à la base et d'apprendre à les utiliser dès maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, en fait, avant, on utilisait des CRM pour faire de l'acquisition clientèle. Dans les business managers, vous avez la possibilité de faire de l'acquisition clientèle. Vous avez la possibilité de travailler avec les membres de votre équipe. Vous avez la possibilité de préparer l'ensemble de vos contenus pour avoir un objectif de marketing spécifique. Je donne un exemple. Par exemple, sur Facebook, vous avez la possibilité, si vous voulez seulement avoir de la visibilité, par exemple, vous voulez juste avoir de la visibilité, vous avez des outils qui vont cibler seulement la visibilité en montrant en fait à votre publicité, votre entreprise, votre marque, votre produit par rapport à une communauté qui va juste découvrir votre produit. Vous avez comme objectif, par exemple, le fait de vouloir avoir place. C'est-à-dire que vous voulez que les gens se déplacent et qu'ils viennent directement dans votre bureau ou dans votre boutique ou dans un lieu particulier. Vous avez la possibilité dans les business managers de cibler uniquement cela. Alors que maintenant, dans les outils C2C, les outils publics que tout le monde utilise sur Facebook, vous avez seulement la possibilité de booster pour avoir plus de visibilité, pour avoir des messages. Alors que dans les outils business manager, vous avez plus d'outils. Par exemple, vous pouvez seulement cibler votre marketing seulement sur le fait de recevoir des appels. Pourquoi? Parce que j'ai étudié et je me suis rendu compte que ma communauté passe principalement des appels que de faire des mails ou que d'envoyer des messages. Donc, j'ai beaucoup plus de possibilités avec les outils managers. Donc là, on a énormément de choses là-dessus. Le deuxième élément, à la base, le fondement du marketing digital, c'est d'apprendre dès la base à étudier ces statistiques. Souvent, les gens, ils ont tendance à ignorer en fait les statistiques. Je ne sais pas c'est quoi le problème sur ça, mais ils ont tendance en fait à l'ignorer, alors qu'en fait, ce sont les statistiques qui te donnent des informations que tu ne peux pas avoir par rapport à ta communauté, de savoir les classes d'âge, de savoir les trends, de savoir les mots-clés qui ont été les plus visités, de savoir le temps que les gens regardent. Quand tu as une vidéo d'1 minute, est-ce que c'est dans les 15 premières secondes où tu as eu de l'engagement, etc., de savoir la variation au niveau de ton audience et de faire la prévision pour pouvoir matcher l'évolution de ta communauté par rapport à l'objectif de marketing que tu as. Donc, c'est grâce aux statistiques en fait que vous avez cette possibilité. L'autre chose aussi, c'est que travailler à la base sur une cohérence au niveau de vos plateformes. C'est extrêmement important. Et n'ignorer aucune plateforme. Les gens, ils ont souvent tendance à ignorer TikTok, à ignorer Snapchat. Snapchat, c'est ce qui s'est passé au départ. Instagram, c'est ce qui s'est passé au départ. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'un des réseaux sociaux les plus puissants. Et regardez TikTok. TikTok est actuellement deuxième après Facebook. C'est quelque chose qui était incroyable il y a cela 2 ans. Il y a un taux de croissance qui est extrêmement incroyable. Donc, à la base, qu'est-ce qu'il faut faire? Si moi, j'ai ma marque, si moi, j'ai mon entreprise, quel que soit mon niveau, allez sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, et vous avez des communautés qui sont différentes dans chacune de ces plateformes-là. Donc, il est important de savoir créer du contenu pour chacune de vos communautés. Vous avez des communautés différentes. Sur Facebook, vous avez des gens qui sont de tel à tel âge. Sur TikTok, vous avez des gens de tel à tel âge. Sur LinkedIn, vous avez des gens qui sont dans tel secteur. Vous allez devoir apprendre à créer du contenu pour chacun de ces réseaux sociaux. L'erreur que les gens ont l'habitude de faire dans le marketing, c'est de prendre le même contenu et de le repartager partout. Ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas les mêmes communautés. Ils ne peuvent pas recevoir et analyser en fait et traiter le même message comme vous l'envoyez. Donc, il est très important d'être présent dans chacun des réseaux et d'avoir une cohérence, c'est-à-dire d'adapter le contenu que
avez par rapport à un public qui est spécifique dans un réseau social. L'autre chose aussi, apprenez à utiliser en fait le levier des groupes. C'est extrêmement important parce que les groupes vous donnent beaucoup de confiance. C'est-à-dire que dans les groupes, les gens, ils sont déjà, pas parce qu'une marque essaie de faire son marketing là-bas, mais parce qu'en fait, ils vont trouver des gens qui sont comme vous et nous et qui parlent d'un groupe. Donc, du coup, le fait de travailler sur votre crédibilité dans un groupe, dans plusieurs groupes, ça vous aidera aussi à augmenter de manière générique, en fait, votre communauté. Un conseil aussi, apprenez à optimiser votre référencement. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les gens, à la base, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont sur Google. Ils ne vont pas aller seulement directement dans le réseau social, ils vont d'abord sur Google, ils vont le rechercher. Donc, du coup, si vous ne travaillez pas dès à présent sur votre référencement, et quand je parle de référencement, ce n'est pas un référencement payant. Alors, les gens, ils oublient souvent. Ils pensent que quand on parle de référencement, on parle de SEO, et quand on parle de SEO, tu es obligé de faire des publicités, des ads au niveau de Facebook, au niveau de Google. Vous n'êtes pas obligé. Alors, il y a un outil qui s'appelle Google My Business, qui est un outil qui est extraordinaire, qui vous permet en fait d'avoir votre fiche. Donc, vous pouvez bien noter Google My Business. Je pense que si je crée une nouvelle entreprise aujourd'hui, la première chose que je ferai, c'est de créer mon Google My Business. Donc, il est important d'aller sur business.google.com, google.com/business ou autre chose. Et donc, là-bas, vous créez votre fiche, vous créez la fiche de votre entreprise, vous remplissez et vous alimentez cela. Maintenant, les crawlers, c'est-à-dire que les spiders, ce qu'on appelle les robots de Google, avant d'aller dans les sites, avant d'aller dans les réseaux sociaux pour scanner et référencer votre entreprise, ils vont d'abord visiter en fait les fiches de Google My Business. Et c'est gratuit. Donc, du coup, chaque personne peut compétir avec de grandes marques pour être présent là-bas. Je vous donne juste un exemple. Il y a cela un an, j'ai créé en fait une entreprise de location de voiture. Alors, dans cette entreprise de location de voiture, je n'ai pas investi plus de 20 € dedans. Je n'ai même pas mis beaucoup d'argent là-dessus. Pas d'argent du tout, c'est 20 €, c'est absolument rien du tout. J'ai juste créé la fiche Google My Business et j'ai fait un marketing qui était derrière, sans avoir à sponsoriser. J'ai fait seulement du marketing naturel directement dans le site. Et là, maintenant, au bout d'un an, quand les gens recherchent une location de voiture à Dakar, on a une liste d'entreprises qui se présentent. Tous les gens qui recherchent avec un terme anglophone, et l'entreprise que j'ai créée qu'ils trouvent en premier. Quand ils recherchent ça en français, c'est l'entreprise que j'ai créée en troisième position. Et je pense qu'on a un virus parasite. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut juste dire? C'est qu'en fait, si, comment dirais-je déjà, je travaille dès à présent sur la présence de mon marketing au niveau de Google My Business. Je peux ne pas avoir à mettre de l'argent dans mon marketing et au moins avoir une bonne présence sur Google. Donc, vous pouvez juste faire le test. Si vous êtes au Sénégal, vous tapez Car Rent Dakar, vous allez trouver que c'est l'entreprise que j'ai créée qui est au top, alors que les autres entreprises qui sont là et qui ont des milliards, qui ont de gros parkings immobiliers, ils ont été là, ils ont beaucoup de budget, mais quand même, c'est parce que j'ai juste su utiliser les outils de référencement. Donc, à la base, il est très important d'apprendre à utiliser ces outils-là. Madame Sow, je ne sais pas si je suis en avance au niveau de mon temps ou si je l'ai dépassé. Allô? Vous avez fait 10 minutes. Vous n'avez pas encore fait les 15 minutes. Donc, si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas. Super. Il faut me rappeler ça, parce que je n'ai pas ma montre avec moi. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut comprendre à la base que le marketing digital est très large et le SEO, en fait, qui est un des socles du marketing digital, est bien plus large. Là, en fait, dans l'écran, on a une petite présentation, en fait, de toutes les branches que ça prend. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que apprenez à connaître l'existence de ces outils-là, à connaître l'existence de ces pratiques-là, et au moment où vous en avez besoin, allez vous focaliser sur ça. Par exemple, quand on parle de e-citizen, de l'expérience utilisateur, quand les gens vont visiter ton site, ils se rendent compte que quand ils visitent le site de leurs concurrents, il y a beaucoup d'images, mais le site se charge de manière lente parce que les images sont lourdes, par exemple. Donc, ça réduit l'expérience utilisateur, donc ce qui fait que l'action ou la finition du client va être très réduite. Donc, le fait de travailler à la base sur le temps de chargement
de son site vous permet en fait de pouvoir garder les clients parce qu'ils vont au moins oser revenir une prochaine fois. Quand on parle de rédaction, d'annuaire, de mots-clés, tous ces éléments-là en fait vont sur le truc. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un site internet pour bien réussir votre marketing digital. Vous en avez pas besoin. Les réseaux sociaux qui sont déjà l'essence, le fonctionnement du référencement naturel vous suffisent assez. Parce que pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un site internet? C'est pour avoir un air beaucoup plus professionnel. Je ne sais pas si je peux dire ça parce que notre agence crée des sites internet, mais ce que ça veut juste dire qu'à la base, c'est pour avoir une vitrine dans laquelle on peut présenter ses produits. Une vitrine qui est statique, que l'on peut mettre à jour de temps à autre. Alors que dans les réseaux sociaux, là-bas, en fait, c'est les contenus qui se chevauchent. Donc, tous les contenus sont en concurrence. Donc, vous êtes obligé de mettre beaucoup de contenu. Et maintenant, si le contenu est visible aujourd'hui, au bout de 2 mois, ce ne sera pas visible parce que vous avez posté 30 ou 40 fois. Donc, il faut savoir jouer en fait sur l'ensemble de ces choses-là. Quand je parle de référencement au niveau de Google My Business, je parlais principalement au niveau de ces robots-là qui vont aller récupérer ce contenu qui est au niveau de vos comptes My Business avant d'aller maintenant sur votre site internet pour récupérer du contenu là-bas. Alors, je ne sais pas si la manière dont je parle est trop rapide. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend très bien. Donc, Super. Alors, autre chose aussi, c'est qu'il est très important à la base de se focaliser sur ce qu'on appelle le contenu de qualité. Alors, sur Internet, on a 2 types de contenu. On a le generated content, ce qu'on appelle le user-generated content. C'est le contenu qui est généré par les utilisateurs de manière random et de manière séquentielle. Ça veut dire que tous les jours, il y a des milliards de posts, des milliards d'images, des milliards de vidéos, des milliards de commentaires. Il y a énormément de contenus qui sont partagés et là, c'est focalisé principalement sur le nombre. Mais quand on est une entreprise, on ne doit pas se focaliser sur le fait de poster et de poster. On doit se focaliser sur ce qu'on appelle le contenu de qualité. C'est quoi le contenu de qualité? C'est qu'après avoir étudié mes statistiques, après avoir étudié le fonctionnement, le besoin, l'identité de mes utilisateurs au niveau de chaque réseau social, et après avoir adapté mon contenu, je vais faire de telle sorte que je réponds à ces 2 principes-là. Le premier principe, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que de répondre à un besoin que les gens ont déjà. C'est-à-dire que les gens, ils ont un besoin d'organiser leurs entreprises et de faire de telle sorte que si demain, ils veulent accéder à un document, qu'ils puissent le faire. Si quelqu'un, un nouvel employé est recruté, au lieu de recommencer à zéro, qu'il y ait déjà un manuel de procédure qui a été déjà fait avec une archivage de l'entreprise, ce qui permet d'aller, je ne sais pas, d'avancer un truc comme ça. C'est de lister les problèmes et d'apporter des solutions à ces problèmes. Ça, c'est le premier type de contenu de qualité. Le deuxième type de contenu de qualité, c'est de faire de telle sorte que je crée du contenu moi-même et je fais de telle sorte que ça intéresse en fait. Je vais créer de l'attention par rapport à un produit. J'ai un micro, par exemple, autre chose. Les gens n'en ont pas besoin. Ils ne connaissent pas le produit. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à éduquer ma communauté pour qu'ils découvrent, aiment et partagent le produit. Vous voyez un peu? Et c'est grâce au contenu de qualité qu'on peut transformer ses clients, ses utilisateurs en ambassadeurs. Donc, ils sont déjà des prospects. C'est quand tu fais du contenu de qualité que les gens restent parce que, comme je l'ai dit sur Internet, tous les contenus sont en concurrence. Les gens se battent pour garder l'audience et l'attention. Donc, les gens se battent à chaque fois pour garder l'audience et l'attention. Quand on a une audience et qu'on ne parvient pas à garder l'attention, on perd l'audience. Parce qu'une personne qui ne visite pas ta page au bout d'1 mois, Facebook ne le lui montre plus, LinkedIn ne le lui montre plus, Google ne le lui montre plus. Donc, vous avez ces 2 challenges-là sur lesquels maintenant il faut devoir apprendre à y travailler. Un conseil aussi, travailler beaucoup sur du contenu vidéo. C'est extrêmement important. Le contenu vidéo, actuellement, c'est le contenu qui devient le plus viral. J'avais dit ça en fait en 2018 à mes étudiants. En fait, c'est que je les avais dit que d'ici 2 ans, près de 80% du contenu qui est partagé sur Internet sera du contenu vidéo. Et regardez bien, pendant ces 2 ans-là, TikTok est devenu le réseau social le plus puissant après Facebook. Et ça va être devenu le plus puissant dans maximum 3 ans, ça va dépasser Facebook. Le deuxième élément, regardez, Facebook, c'est focalisé sur les vidéos avec des stories au niveau de Instagram, de WhatsApp et de Facebook lui-même.
Facebook s'est focalisé au niveau de Facebook Watch et a fait de telle sorte qu'une grande partie de la consommation d'Internet aujourd'hui est faite dans les vidéos de Facebook. Regardez le succès que Netflix a eu, regardez le succès que YouTube a eu, etc., etc., etc. Ça veut dire que si vous voulez garder votre communauté ou faire de l'acquisition d'une nouvelle clientèle au niveau d'une nouvelle communauté, apprenez à la base à créer du contenu vidéo. Et les gens ont peur de créer du contenu vidéo, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est ils sont là en train de poster, de mettre des flyers. Les gens n'ont pas le temps de regarder, de lire des flyers. Ils veulent consommer du contenu vidéo parce que c'est facile à consommer. Je regarde quelque chose, j'écoute le son qui est là, la musique qui est agréable ou la voix off, avec le texte, avec les big titles, et facilement, en fait, la personne agrège le contenu. Il est bien plus facile pour moi de regarder un film, d'en apprendre quelque chose que de lire tout un livre. Par exemple, parce que ça me coûte beaucoup moins en temps et je fais beaucoup moins d'efforts. Donc, en fait, focalisez votre marketing sur la création de contenu vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même beaucoup vous aider. Alors, juste en fait, pour terminer, commencez dès à présent à bosser sur les publicités. Si vous ne faites pas de ads, vous allez toujours avoir des problèmes pour faire l'acquisition clientèle parce que vos concurrents sont en train de le faire. La chance que vous avez, les gens qui sont dans l'archivage, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'ai dit depuis tout à l'heure archivage, mais en fait, vous avez la possibilité d'avoir un secteur qui n'est pas très développé et très connu du public. Donc, c'est une possibilité d'éduquer en fait la masse, d'éduquer une grande partie de la communauté par rapport à votre besoin. Donc, il faut faire ressentir le besoin, il faut exprimer des problèmes et apporter des solutions à ces problèmes-là. Mais quelque chose aussi de très important, c'est là où je vais terminer, c'est d'apporter de la valeur aux gens qui vous suivent, des conseils, des tutos, etc., etc., etc. Bon, pour ne pas être long, je pense que c'est juste en fait quelques partages en fait que j'aurais voulu vous faire. Et je ne sais pas si des questions, on peut les. Oui, il y a des questions et je vais très rapidement te les donner en fait. J'ai monsieur ou madame Capette alors cet invité a 2 questions. Sur quels critères se baser pour choisir le réseau social à utiliser? Ça, c'est la première. Et la deuxième, quel type de contenu privilégier pour la pub et comment augmenter l'engagement vidéo, texte, image? Ok, la première question, donc peut-être vous allez me rappeler les autres questions. La première question, c'est en fait, sur quoi est-ce qu'on se base en fait pour choisir son réseau social de prédilection, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, pour comprendre à la base, c'est qu'en fait, il faut utiliser tous les réseaux sociaux comme je vous l'ai dit. Et qu'il n'y a pas forcément un réseau social de prédilection. Il y a un réseau social où on a de l'attraction. Alors, je vais. J'ai LinkedIn, j'ai Facebook, j'ai TikTok, j'ai même WhatsApp. On peut prendre comme un réseau social. Je crée du contenu qui est adapté à ces gens-là. Et maintenant, je vais aller étudier mes statistiques pour voir dans quel réseau social j'ai le plus d'engagement. Quand on dit de l'engagement maintenant, c'est que les gens exécutent une action. Ils commentent, ils aiment, ils vous envoient des messages, ils les achètent, etc., etc. Donc, du coup, tous ces éléments-là, si on apprend à les maîtriser à la base, on va se dire que je vois qu'en fait, sur Facebook, il y a beaucoup plus de traction. Donc, du coup, je vais focaliser une partie, 50% de mes forces ou 50% de mon budget de marketing sur Facebook, de le mettre dans tous les de manière de communiquer. Maintenant, il faut créer du contenu adapté et se baser sur la traction que l'on a en fonction de ce que comment les utilisateurs réagissent par rapport à moi. Et là, maintenant, je saurai quel est mon réseau social qui me donne le plus de... C'est quoi la deuxième question? C'est quel type de contenu privilégié pour la pub, pour la vidéo, le texte ou l'image? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le contenu vidéo. C'est le contenu vidéo parce qu'il est très facile de pouvoir le... Un conseil, faites de telle sorte que vos vidéos aient une musique d'ambiance, une douce musique, une musique très petite avec un volume très petit. Faites de telle sorte que vous mettez des sous-titres, de gros sous-titres. Les gens veulent avoir de l'audio accompagné des sous-titres parce que ça facilite la compréhension. Il faut faire un stimuli en fait psychologique en fait, au niveau des utilisateurs. Deuxième élément aussi, amenez beaucoup de couleurs dans vos vidéos et ne soyez pas long.
faites une vidéo de maximum 1 minute. Ne dépassez pas 1 minute. Parce que les gens n'ont pas le temps de regarder, de se poser 1 minute pour regarder tout. Donc, du coup, n'allez pas sur une vidéo de plus d'1 minute. Donc, faites des vidéos avec de la musique, avec de gros titres, avec beaucoup de couleurs ou une expression faciale, et avec aussi de gros titres. Alors, on a une troisième question. Quelle est la place de la base de données clients ou prospects dans notre stratégie? En fait, la base de données client devient notre relais. C'est-à-dire que dans la mesure où vous travaillez sur votre entreprise et qu'au bout d'un ou 2 ans, vous avez 200 entreprises avec qui vous travaillez. Alors, les gens font souvent l'erreur de se focaliser sur ces 200 clients qu'ils ont déjà, ces 200 entreprises-là, au lieu de se focaliser sur les relais que ces entreprises-là peuvent être. C'est-à-dire que quand je gère un business, mon objectif, c'est de vendre à 3000 entreprises, 5000 entreprises dans plusieurs pays. Nous, la stratégie que l'on a fait à Exertis, c'est quoi? C'est qu'on s'est basé sur les clients que l'on a déjà eus pour que ces clients-là deviennent nos relais. Voyez un peu. Donc, du coup, si on a une base de données clients, il faut toujours faire de telle sorte que ces clients-là deviennent des prospects, de prospects à clients, de clients à clients, comment dire, déjà en fait récurrents, en clients fidèles. Et maintenant, quand on a ces bons clients-là, on les transforme maintenant en ambassadeurs, en leur outillant et en les récompensant à chaque fois qu'ils vous aident à trouver de nouveaux clients. D'accord. La quatrième question, Lydienne nous dit, si je comprends bien, on doit revoir son contenu afin de l'améliorer si on n'a pas d'audience. Effectivement. Ça, en fait, l'audience, ne vous inquiétez pas. En fait, l'audience, on ne la force pas. On la travaille. Il faut travailler à la base sur le contenu que l'on fait. Parce qu'en fait, je vous explique comment ça marche. Vous avez du contenu. Vous avez votre entreprise. Quand vous créez, postez du contenu, le réseau social va le montrer à un petit nombre de personnes. Disons, on va le montrer à 50 personnes. Quand il le montre à 50 personnes, dans ces 50 personnes-là, si 30 personnes ou 40 personnes ont réagi par rapport au contenu que vous avez fait, il va maintenant le montrer à plus de personnes. Maintenant, si maintenant, c'est 400 personnes à qui maintenant c'est montré maintenant, il y a 300 personnes qui ont réagi par rapport à votre post, ou 100 personnes ou 200 personnes, il va le montrer à un plus grand nombre de personnes, etc., etc. C'est ce qu'on appelle en fait la portée organique. Donc, il faut apprendre à la base à travailler son contenu. Si on n'a pas d'audience, à travailler son contenu et qu'il y ait de l'engagement après qu'une personne voit le contenu. Et maintenant, pour inciter même cet engagement-là, accompagnez vos posts, accompagnez votre contenu par ce qu'on appelle des call to action. Les call to action, les appels à l'action, ce sont les boutons, ce sont les acheter maintenant, cliquez ici, inscrivez-vous à notre newsletter, commentez, envoyez-nous un message, etc. Tu donnes des ordres, tu donnes des stimuli pour que la personne réagisse après avoir vu ton message. Et là maintenant, plus ça avance, plus maintenant la personne va s'intéresser au contenu que tu le fais. Et là maintenant, ton audience augmente en fait de manière graduelle. D'accord. Il y a une dernière question. En cas d'utilisation de plusieurs réseaux sociaux, comment optimiser la gestion de tous ces réseaux sans s'éparpiller? Je pense que c'est une question très importante. C'est la dernière question. Ce qu'il faut comprendre à la base, c'est qu'il y a des outils qui sont déjà existants. Des outils comme Zapier, on a des outils comme Buffer, on a des outils comme HotSuite. C'est des outils en fait qui vous aident à organiser en fait votre entreprise. Mais à la base, en fait, le fait d'utiliser les outils business vous aide déjà à ne pas vous éparpiller. Quand éparpiller, qu'est-ce qu'on comprend là-bas? C'est que des gens font l'erreur de reposter le même contenu, ils font l'erreur de ne plus avoir du contenu. C'est-à-dire que les gens, ils ont ce problème-là. Au bout de 1 mois, 2 mois, ils disent, ah, putain, je ne sais plus quoi poster, j'ai aucun contenu parce que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors, ce qu'il faut comprendre dès la base, c'est quoi? C'est qu'il faut segmenter son contenu. Il faut segmenter son contenu, le préparer à sa communauté et se dire, par exemple, mes objectifs, c'est quoi? J'ai des objectifs de découverte et j'ai 3 types d'utilisateurs.
j'ai les initiés, j'ai les experts et j'ai les intermédiaires. Les initiés, c'est quoi? Ce sont les gens qui ne m'ont jamais connu. Comment est-ce qu'ils vont faire découvrir mon produit pour la et que je puisse les garder? Les gens qui sont les clients normaux, ce sont les gens qui me connaissent déjà, qui sont déjà abonnés à ma page. Comment est-ce que je fais pour les retenir? Et maintenant, les experts, ce sont les gens qui me connaissent déjà, mais qui peuvent bosser avec moi et faire de sorte que ma marque puisse grandir et avoir une plus grande communauté. Il faut apprendre à segmenter chacune de ces communautés-là et travailler sur du contenu qui va les intéresser. Donc, du coup, on ne va pas s'éparpiller si on travaille sur sa stratégie de marketing digital à la base. Nous, ce qu'on fait pour les entreprises, on leur fait une stratégie de marketing solide dans lequel maintenant, ils vont s'éparpiller au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Maintenant, c'est des choses qui vont changer en fonction de la tendance, en fonction du produit, en fonction de la clientèle, etc., etc., etc. C'est quelque chose de vivant. Le marketing digital est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui demande du travail tous les jours. On ne va pas prendre un community manager pour demander de poster n'importe quoi. Non, il faut apprendre à se dire, voilà ce que veut ma communauté, voilà comment fonctionne la psychologie de ma communauté, voilà ce que j'ai compris et que je veux faire partager. Là, maintenant, on adapte cela pour sa stratégie. Très bien. Alors, on va prendre la dernière question. Alors, quelles sont les qualités requises pour attirer un nombre important d'usagers dans un réseau social lors d'une publication? Et ça, c'est Igor qui la pose. La réponse à cette question est déjà venue. C'est principalement du quality content. Je vous l'ai dit en fait dans la présentation de tout à l'heure. C'est du contenu de qualité. Si vous ne faites pas du contenu de qualité, vous aurez toujours en fait cette problématique-là. Donc du coup, la réponse à cette question-là, c'est qu'à chaque fois, focalisez-vous sur du contenu de qualité. Vous manquez d'idées pour avoir du contenu de qualité, faites des sondages. Faites des posts où vous posez des questions. Utilisez les call to action. Utilisez les outils dont vous disposez déjà. Par exemple, sur Facebook, au lieu de faire seulement un post image, vidéo, texte, vous avez la possibilité de mettre un post dans lequel il y a un call to action qui est derrière, ou il y a un lien qui est derrière, ou il y a, je ne sais pas, un lien qui est derrière, etc. Apprenez à enrichir le contenu que vous faites. Là, maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de chance. Madame So, on ne vous entend pas. Désolée, j'avais coupé le micro. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Touré, pour cette présentation de qualité et pour cet éclairage assez complet sur les possibilités que nous offre le marketing digital. Donc, on a compris que le contenu de qualité, trier ce qui a du sens et ce qui nous apporte en fait de la valeur est important. Donc, on va suivre vos conseils. Et n'hésitez pas à contacter Monsieur Touré. Je pense que vous aurez certainement besoin de lui pour grandir. Donc, Monsieur Touré, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées sur le chat pour que les spectateurs puissent vous contacter en cas de besoin. Nous allons passer sans transition à la deuxième présentation avec Monsieur Frédéric Maté, qui va apparaître sur l'écran. Alors, je ne sais pas si vous avez une présentation aussi. Maurice, tu peux donner les instructions pour qu'il puisse faire un partage d'écran aussi efficient que Monsieur Touré. En attendant, je vais le présenter. Donc, Monsieur Frédéric Maté est le cofondateur de la société Doc Série SA, qui est une entreprise qui est basée en Suisse et qui développe des outils et des plateformes de gestion électronique de documents. DocSérie est représenté au Sénégal et en Afrique de l'Ouest par Archive Consulting Group que dirige Monsieur Maurice Diouf. Alors aujourd'hui, l'exposé va porter donc sur une présentation de l'entreprise, du logiciel DocSérie et sur une démonstration des capacités de cet outil et des opportunités de cet outil. Je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Maté. On voit donc très bien la présentation, donc pas de souci. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Tout le monde m'entend bien? On entend très bien.
Ouais, alors c'est parfait. Donc je vais commencer alors la présentation. Donc tout d'abord, je vous remercie de participer à cette présentation. Et, je remercie particulièrement Maurice de nous avoir invités, avec qui on collabore sur la mise en place des outils de gestion électronique de documents au Sénégal et sur le continent africain. Et effectivement, nous-mêmes, nous sommes les éditeurs d'Oxeris, nous sommes les éditeurs de la solution et elle est distribuée en Afrique par l'équipe de Maurice Diouf qui poursuivra la présentation sur le thème de l'archivage un petit peu plus tard. Donc, deux, trois mots sur la société pour commencer sur la solution. Notre solution est aujourd'hui largement diffusée à travers le monde. 25 000 utilisateurs utilisent quotidiennement notre solution. Nous avons plus d'1 milliard de documents. Nous gérons avec notre solution plus d'1 milliard de documents. Plus de 100 millions de documents chaque année sont insérés dans notre système. Et aujourd'hui, nous avons une dizaine de pays qui sont déployés via un tissu de partenaires. Donc, nous vendons jamais en direct nos solutions. Nous avons des partenaires comme Maurice en Afrique, on en a en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et également en Asie. Nous avons une croissance qui est relativement importante ces dernières années et nous avons 30 collaborateurs, dont 25 sont des ingénieurs de développement pour notre solution. Donc, à quoi sert notre solution? Ça va être effectivement la thématique de la présentation que je vais vous faire. Donc, notre solution, elle sert à gérer l'ensemble des documents d'une entreprise afin de viser finalement une organisation avec le moins de papier possible. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement numériser les documents papier pour pouvoir après les rechercher, les retrouver, mais également les faire circuler de manière complètement électronique sans avoir besoin de devoir accéder à du papier, à des archives papier ou à des documents, des formulaires ou autres qui doivent transiter d'une personne à une autre, d'un site à un autre. Le but, c'est que les transactions se fassent de manière 100% électronique via notre solution. Donc, nous avons développé une solution qui permet de gérer cela, qui se découpe en quelques briques. Donc, la première brique DocECM qui va permettre d'archiver le document, mais également de faire circuler le document d'une personne à une autre, de gérer des tâches sur ce document, de mettre des commentaires, de gérer des droits d'accès, de faire des recherches, de faire de la consultation et de pouvoir tracer toutes les actions qui sont faites sur les documents. DocCapture va permettre de numériser les documents, donc via un scanner et via le logiciel DocCapture, on va pouvoir numériser le document, reconnaître chaque mot à l'intérieur du document pour pouvoir faire des recherches comme on le ferait sur Google sur des informations directement dans le document, mais également pouvoir extraire des informations pour pouvoir classifier de manière automatique les documents. DocOffice permet depuis Word, Excel, depuis votre messagerie de pouvoir insérer des documents qui ne sont pas des documents numérisés, mais qui sont des documents de nature électronique dès le départ et de les insérer dans le système. Et DocMobility permet via votre smartphone de faire finalement des recherches, des consultations, mais également prendre en photo des documents pour pouvoir les insérer dans le système de manière directe. Donc, cette série d'outils se constitue la suite Docseries qui permet finalement de gérer l'ensemble des documents, soit sur le cloud, soit en installation locale. Ici, nous retrouvons un certain nombre de typologies de documents qu'on va pouvoir traiter avec notre solution. On retrouve par exemple des factures clients, des factures fournisseurs, des contrats, des dossiers clients, des dossiers fournisseurs, des documents d'assurance, des documents financiers, des documents bancaires, des documents généraux, etc. Tout ça pour dire que du dossier RH, tout ça pour dire que notre solution va permettre de gérer l'ensemble des documents d'une entreprise de manière structurée. Premièrement, l'archiviste va permettre d'analyser le fond documentaire que vous avez, de structurer ces archives, et après, la mise en œuvre de Docseries, de l'outil, va permettre de rechercher, de consulter, de distribuer les différents documents pour pouvoir les gérer de manière 100% électronique sans devoir accéder aux documents papier dans l'organisation.
Donc, les enjeux de la mise en œuvre de notre solution, c'est bien sûr de gagner en productivité, de rationaliser l'utilisation du papier, de gagner de la place, accéder en tout temps, à tout instant aux différents documents sur son ordinateur, sur son smartphone, de conserver les documents de manière conforme, comme je l'ai dit, de gérer toute la mobilité, de gagner du temps et finalement de pouvoir faciliter les échanges, de pérenniser le document, de tracer toutes les actions et d'avoir une sécurité stricte pour donner les accès uniquement aux ayants droit au bon document. Donc, comment se passe un projet? Finalement, on va choisir les différents modules qu'on doit prendre pour mettre en œuvre la solution. Donc, la solution de capture, combien il y a d'utilisateurs qui font des recherches, combien il y a d'utilisateurs qui vont modifier des informations, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui vont accéder via leur smartphone, etc. Et après, on va définir quels sont les documents qui seront gérés, de quelle manière on va devoir les classer, ces différents documents, et après, on va mettre en œuvre, former, et vous pourrez largement utiliser la solution. Donc voilà pour cette première partie introductive. J'ai prévu dans la suite de la présentation de faire une petite illustration, une petite démonstration du produit pour que ça soit un petit peu plus vivant et que vous puissiez voir comment fonctionne la solution. Donc j'enchaîne et après on prendra à la fin de ma démonstration, on prendra les questions. Donc tout d'abord, je vais prendre un document, je vais prendre n'importe quel document et je vais le glisser dans la solution de numérisation. Donc, on va pouvoir, c'est pas ce document que je voulais prendre, je vais en prendre un autre en l'occurrence. Je vais juste fermer le document. Un instant. On va prendre ce document-ci. Donc, je prends un document qui est finalement une facture, peu importe le contenu, mais je vais lancer, c'est comme si je l'avais numérisé, j'ai fait un glisser-déposer, mais on va pouvoir numériser ce document et on va lancer ce qu'on appelle les traitements. Ces traitements-là vont choisir automatiquement le type de contenu. Donc, on va choisir, ça va permettre de sélectionner que cette facture qui est arrivée est une facture fournisseur, ce document qui est arrivé est une facture fournisseur, et automatiquement, on va reconnaître le nom du fournisseur, la date de la facture, l'exercice comptable que ça concerne, et on va pouvoir insérer ce document dans le système. Bien évidemment, on aurait pu insérer n'importe quel type de document. Je pourrais insérer, par exemple, un document d'un autre type. Par exemple, si je prends un dossier, par exemple ceci, je vais pouvoir prendre un document, par exemple un CV, que je glisse et que je dépose dans le système comme si je numérisais, et on pourrait ici le classer de manière différente en disant que c'est peut-être un document qui concerne un dossier collaborateur, un dossier client, une gestion de tâches, un dossier général. On pourrait choisir finalement de quoi il s'agit, de mettre un commentaire et de l'insérer dans le système. Donc ce système de capture, il est intelligent, il peut lire les informations et auto-classifier les documents ou les classer de manière manuelle. Ceci est à choix. Une fois qu'on a traité ceci, cette numérisation et cette reconnaissance, en l'occurrence, on va pouvoir accéder au système, donc on va pouvoir se connecter ici avec un certain nombre d'éléments à faire. Finalement, on retrouve ici ce portail avec les tâches, peut-être des factures qu'on aurait à traiter, des contrats qui sont actifs, des contrats d'assurance, etc. Donc, on retrouve les tâches qui sont liées aux collaborateurs qui sont dans le système. On peut bien évidemment faire des recherches. Donc, je vais pouvoir, par exemple, taper, comme sur Google, un nom. J'ai tapé Athlon parce que j'ai inséré par avant la facture Athlon. Et dès lors, on va retrouver automatiquement la facture Athlon. Donc, tous les documents qui ont le terme Athlon à l'intérieur vont être retrouvés. Donc, ici, on voit
en plus la mise en surbrillance de différents éléments Athlon. Donc, on peut arriver là-dessus et probablement qu'il y a ici un Athlon qui est également dans le document. Si je tape, j'en sais rien, électricité, j'ai probablement des choses qui concernent de l'électricité. En l'occurrence, ici, j'aurai le terme électricité dans un document qui est un document de type PDF, qui est en l'occurrence un document qui concerne plutôt de la TVA. Donc, notre système permet non seulement de numériser, d'autoclassifier, mais également de rechercher de manière extrêmement simple les différents documents et finalement de savoir qu'est-ce qui a été fait sur ce document. Donc ici, on voit que le document, il a été créé il y a relativement longtemps, le 31 du 12 2019, et que j'ai lancé la consultation ce jour, le 12 du 1 2021. Je l'avais pas consulté avant ce jour-ci. Donc l'outil finalement va permettre globalement d'organiser ces documents. Ici, je peux accéder à tous mes contrats clients qui sont actifs, à mes contrats d'assurance, à mes contrats fournisseurs. Par exemple, je vais sur des contrats fournisseurs et je vais pouvoir, en l'occurrence, découvrir que j'ai un certain nombre de contrats avec des fournisseurs qui est passé d'un à l'autre en cliquant simplement sur ces différents éléments et en retrouvant ces différents documents en l'occurrence. Ceci, finalement, permet de gérer de manière extrêmement fluide les différents documents en fonction de la structure d'archivage qu'on aura eu. On pourrait également, par exemple, rechercher de manière aussi plus structurée. Par exemple, je veux rechercher dans mes dossiers clients tout ce qui concerne. Je vais prendre un client que je connais, par exemple. Je choisis le client Prime Technology, je lance une recherche et je vais retrouver l'ensemble des documents. Donc, je vais retrouver finalement des commandes, mais je vais pouvoir aussi retrouver, il y a que des commandes, mais s'il y a des échanges ici, il y a un échange de courrier. Donc, c'est un mail, on retrouve les différents éléments à l'intérieur de ce courrier-là. Donc, on va retrouver les différents éléments classés de manière automatique. Donc tout ça pour dire que la solution va permettre vraiment une gestion très simple des différents documents de l'entreprise en fonction de ce que vous voulez classer. Vous voulez classer du dossier RH, vous voulez classer de la facture, des contrats ou des archives de manière très générale. La solution est absolument adaptée à tous vos besoins. Donc voilà, moi ce que j'aime faire généralement, c'est de faire des présentations relativement brèves et concises et après répondre aux différentes questions et si besoin les illustrer avec une petite démonstration. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur la file d'actualité. Il y a énormément de questions. Oui. Vous avez prenons-les puis je les illustre les unes après les autres. Voilà, il y a beaucoup de questions. Vous avez beaucoup d'archivistes qui écoutent. Donc, la plupart sont des archivistes. Donc, la première question, quelle est la différence entre votre logiciel et les autres solutions sur le marché? Donc, les solutions sur le marché, il y en a énormément. Il y en a des centaines et des centaines. Notre solution, finalement, elle offre une certaine modernité qui n'est pas toujours le cas sur le marché. Donc, cette solution a été développée la première version 2014, la dernière version 2020. On a sorti une dernière version au mois de décembre 2020. Donc, elle est extrêmement moderne, elle est extrêmement agile. Donc, elle se met en place extrêmement simplement selon deux modes, soit le cloud, soit du on-premise. Donc, c'est également une différence par rapport au marché. Et finalement, un paramétrage se fait en quelques dizaines de minutes. On a paramétré une structure de document. Donc, si on a des besoins simples et qu'on souhaite numériser, classer, archiver et consulter, ça se fait sur du cloud. Ça se fait en quelques dizaines de minutes, la mise en œuvre. Et finalement, elle est extrêmement simple à utiliser. C'est une des différences marquantes de notre solution par rapport aux autres solutions du marché. Et c'est une solution qui est également largement accessible en termes de coûts si on la compare à du M-File, à du Hello, à du Zerfor, à du Documentum, à du FileNet ou à d'autres solutions du marché.
D'accord. Les accès aux documents sont-ils sécurisés? Oui, on va pouvoir sécuriser complètement les accès aux différents documents. Donc ceci se paramètre je vais pas entrer dans tous les détails, mais ceci se paramètre ici par la gestion des comptes, des rôles, euh, des droits conditionnels, donc droits d'accès conditionnels, etc., pour donner uniquement aux ayants droit la consultation, par exemple, à certains documents ou le droit de modifier à certains autres, etc. On va pouvoir sécuriser complètement les éléments. On peut également crypter les différents documents pour que même les personnes qui ont accès au système d'exploitation du serveur ne puissent pas accéder au contenu du document. D'accord. Est-ce que vous pouvez citer les structures qui utilisent votre logiciel? Quelques structures internationales, on a qui sont présentes en Suisse, en Afrique, un peu partout. On a McDonald's au niveau worldwide qui utilise ceci. On a également des banques qui utilisent ceci, des banques qui sont plutôt présentes en Suisse, en Europe, mais peut-être aussi à l'international. On a des grandes assurances également, Zurich Financial Services ou des sociétés comme ceci. Et on a également des PME. Aujourd'hui, on a 750 clients qui utilisent nos solutions. La plus grande structure a plus de 5000 utilisateurs, la plus petite a 3 utilisateurs. D'accord. Alors, moi, je suis concierge, j'ai une conciergerie d'affaires. Qu'est-ce que vous me conseillez en termes d'archivage? Parce que je vois aussi qu'il y a une autre dame qui s'appelle Emma Diouf, qui a une conciergerie. Est-ce que l'archivage pour les conciergeries, c'est important? Après, ça nécessite peut-être d'étudier un peu plus en détail le besoin, mais ce qui sera important, c'est de définir finalement quels sont les types de documents qui vont entrer dans l'entreprise, dans l'organisation, le volume de documents, puis finalement, quelles sont les vraies problématiques de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des problèmes de rechercher, de consulter des documents, d'accéder à des documents en itinérance, etc., etc. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est faire un petit point de situation. Ce que Maurice sait extrêmement bien faire en cartographiant finalement quels sont les types de documents de l'organisation, quels sont les accès, qu'est-ce qui entre comme document chaque jour dans l'entreprise, et finalement on va pouvoir mettre en place une structure très très simple avec un dossier général, un dossier client, peut-être des dossiers administratifs, et finalement pouvoir rechercher et consulter soit à l'aide d'un ordinateur, soit à l'aide de son smartphone le document. Donc on peut avoir 3-4 utilisateurs, on peut avoir quelques documents qui entrent chaque jour ou je sais pas 50 ou 100 documents par mois qui entrent dans l'entreprise, et pouvoir les gérer de manière complètement numérique sans conserver du papier. C'est des choses qu'on met en place de manière très régulière. D'accord. Alors, attends, coupez vos micros. Pardon, pour couper vos micros, le micro de Rosine Patricia, est-ce que vous pouvez le couper parce qu'on vous entend? Merci. Alors, une autre question, quels sont les coûts moyens ou la fourchette de prix à prévoir pour avoir votre ça dépendra du nombre d'utilisateurs, mais finalement, si on a extrêmement peu d'utilisateurs et peu de documents, on aura des solutions qui vont démarrer à quelques dizaines d'euros. Faut le convertir en francs CFA, mais on a des solutions à quelques dizaines d'euros par mois qui peuvent débuter. Puis finalement, si on a des milliers d'utilisateurs et des millions de documents, forcément que la solution sera un petit peu plus chère que ceci. Donc, ce qu'il nous faut pour pouvoir chiffrer un besoin, il faut savoir connaître le nombre d'utilisateurs et la volumétrie de documents, par exemple, et le nombre de documents qu'on va insérer chaque mois dans le système, puis savoir s'il y a 2, 3, 5, 50, 100, 200, 5000 utilisateurs pour pouvoir finalement définir le coût de la solution. On a des solutions qui peuvent démarrer autour de 25 euros par mois. D'accord. Est-ce qu'il existe une version téléchargeable en version d'essai en ligne? Si oui, est-ce qu'ils peuvent avoir le lien? La solution, finalement, la solution n'est pas téléchargeable parce qu'elle est en ligne directement, elle est sur du cloud. Donc,
ce qu'il faut, c'est prendre contact avec Maurice ou avec moi-même. Puis ce qu'on regarde, c'est si on ouvre un compte de démonstration. On a des comptes de démonstration, on peut en ouvrir. Après, il faut qu'on connaisse un tout petit peu le besoin pour faire un pré-paramétrage pour que ça puisse finalement répondre à un premier bout de besoin et pas devoir finalement avoir une coquille vide qui servira à rien et qu'on ne saura pas utiliser. D'accord, je n'ai plus de questions. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Maurice m'a fait comprendre que le monde de l'archivage est très peu connu et on sous-estime en fait les potentialités et les opportunités business qu'offre ce monde. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maurice Diouf, qui est le représentant de l'entreprise Doc Série et le représentant aussi pour ceux qui veulent acheter le logiciel ici en Afrique de l'Ouest ou dans toute l'Afrique. N'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Maurice va intervenir dans quelques minutes et il vous mettra également dans le chat ses coordonnées pour que vous puissiez le contacter. Alors, merci beaucoup, Monsieur Maté. N'hésitez pas à mettre vos coordonnées aussi sur le chat et ceux qui ont besoin vous contacteront. Il y a à cet instant 13 personnes qui sont connectées. La plupart des personnes, j'ai demandé en profil d'archiviste, donc ce qui est très intéressant pour Maurice qui va intervenir, lui-même qui est archiviste de formation et entrepreneur par passion, et il va essayer de vous inspirer et de vous mener en fait vers l'entrepreneuriat. Pourquoi un archiviste a décidé d'entreprendre, et il va nous parler de toutes les opportunités en fait qu'on peut avoir dans ce monde-là. Maurice, la parole est à toi. Alors, déjà, merci beaucoup, Madame Stowe, pour cette belle modération. Et merci beaucoup à Vincent qui nous a beaucoup occupé, mais qui nous a beaucoup aidé sur le marketing digital. Et à Frédéric Maté, je ne cesserai jamais de le remercier parce que à chaque fois qu'il fait une démonstration, moi-même, je suis séduit en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je voulais justement dire, je n'aurai pas de présentation à faire ou je ne partagerai pas mon écran. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous partager une trajectoire d'un jeune homme qui a fait l'école des bibliothécaires archivistes de Dakar et qui a décidé, après 3 ans d'expérience professionnelle dans de grandes entreprises, a décidé de créer sa boîte et voilà, de créer un emploi. Alors, donc de créer son emploi, mais de créer également d'autres emplois pour des jeunes qui n'avaient pas peut-être le leadership de créer des entreprises et de devenir entrepreneur, auto-entrepreneur. Alors, donc, moi, j'ai été diplômé en 2016-2017 et après quelques années d'expérience à la LONASE, les Sénégalais sauront ce qu'on veut dire la LONASE, c'est la Loterie nationale sénégalaise, le groupe Futur Média, l'hôpital Abbas Ndao et pas mal d'autres entreprises et un programme de l'Union européenne qui visait à accompagner les états civils, les mairies, les communes à archiver leurs états civils. Et donc, moi, j'ai travaillé sur ce projet-là et c'est des projets de grande envergure où moi, j'ai fait quasiment le tour du Sénégal en essayant d'archiver cet état civil-là. Et c'est par la suite que je me suis dit, OK, il faudrait qu'il y ait de nouveaux jeunes leaders qui verront, en tout cas, ces opportunités-là à saisir. Parce que, comme on dit, hein, à chaque fois qu'il y a des problématiques, les hommes lambda voient les problématiques. Et les hommes qui sont sensibles, ils voient des opportunités au lieu de voir des problématiques. Parce qu'à chaque problématique équivaut une réponse. Et la réponse, c'est une idée d'entreprise. Et c'est moi ce que j'ai constaté. J'avais constaté que le Sénégal n'avait pas de maison des archives, on n'avait pas de bibliothèque nationale, on n'avait pas de centre de documentation nationale, on n'avait pas de bibliothèque communale. Donc je me suis dit, au Sénégal, les gens ne sont pas encore conscients de l'enjeu que portent les archives et également ne comprennent pas l'enjeu de l'information en fait. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire,
Et c'est le slogan de ma boîte, de mon entreprise, l'information pour l'action. Et j'ai animé des cours dans des universités privées où j'apprenais les jeunes ce que veut dire aujourd'hui l'intelligence économique, qui n'est rien d'autre qu'une collecte et le traitement des informations à temps réel. Et donc, si aujourd'hui également, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, si vous n'avez pas la bonne information, mais il est difficile pour vous de pouvoir vous positionner en tant qu'acteur économique et également acteur social ou acteur de développement. Et c'est effectivement ce que nous avons fait. Moi, j'ai constaté qu'il y avait un réel besoin lié à l'archivage. Et donc, moi, j'ai créé ma boîte en 2017. J'avoue que c'était assez... C'était la jeunesse. Voilà, c'était le manque d'expérience, entre guillemets, par rapport aux anciens qui sont là et qui essaient de verrouiller le système. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, voilà, il faudrait que je me lance, mais il faudrait également que j'apprenne. Et donc, c'est là où m'est née l'idée d'intégrer à gauche, à droite des entreprises, des associations d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a été lauréat de pas mal de programmes au Sénégal et dans la diaspora, que ce soit en Afrique et en Europe. Et ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible, vous également, de vous lancer. Maintenant, comme on dit, hein, il faudrait toujours qu'il y ait une locomotive qui tire sur les wagons. Et bon, aujourd'hui, moi, j'accepte d'être cette locomotive qui tire sur les wagons. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'opportunité que je vous présente, c'est de pouvoir revendre ce logiciel et de gagner des commissions. Où que vous soyez en poste ou pas, vous avez toujours la possibilité, avec ce que Instant Touré nous a inculqué comme technique de prospection, technique de marketing sur Internet, vous avez toujours la possibilité de revendre cette solution-là et de gagner une commission sur les ventes. Et si par exemple, la solution est déployée dans votre pays d'origine et que vous avez des compétences techniques que ce soit sur l'intégration, sur la numérisation, sur l'archivage physique, ça également, c'est un poste que vous pouvez créer pour vous-même pendant 1 voire 2 mois, le temps de déployer la solution. Donc vraiment, c'est une façon de vous dire, moi je l'ai fait, je ne l'ai pas regretté du tout. Vous également, vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire. Et il ne faudrait pas que les gens vous fassent croire que voilà, c'est un métier qui est mort parce que les archives, c'est la poussière. Non, ça, c'est pas vrai. Et moi, j'ai voyagé un peu partout et dans certains pays, mais les archivistes ont rang de ministre parce qu'ils savent comment ça marche. Et ils savent que c'est des gens qui détiennent l'information. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui détiennent l'information sont les plus puissants. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, on parle des GAFAM, les Google, Facebook, Amazon et autres, qui détiennent aujourd'hui une base de données assez grande de tout ce que nous faisons en fait. Donc si aujourd'hui également, nous, on veut se limiter à être un archiviste voilà, derrière un bureau, à classer le papier, sans pour autant voir une véritable capacité ou un véritable plan d'action et un plan de développement pour au moins aller de l'avant et de faire en tout cas de valoriser ses compétences et son métier, mais pour moi, on est voué à l'échec. Et ce n'est pas pour rien que je constate beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, OK, moi, je vais me reconvertir, je vais devenir RH, je vais devenir je sais quoi. Mais pour vous dire, aujourd'hui, sur l'archivage, il y a encore à manger et à boire. Et moi, je suis prêt à vous accompagner, si vous voulez, dans cette optique-là, de monter vous-même, en tout cas, une petite entreprise en ligne qui va vous permettre de décrocher des clients, de faire un mail en copie, d'envoyer un mail peut-être à moi et à Frédéric, on puisse faire la démonstration et vous assistez à la démonstration. Quand on envoie l'offre également, vous êtes dans la boucle. Et dès que c'est finalisé, mais si vous avez aujourd'hui les compétences requises, mais vous travaillez directement dans ce projet, en plus de votre commission, vous gagnez un salaire sur toute la durée. Mais vraiment, pour vraiment synthétiser, pour ne pas être très long, on est en Afrique avec des problématiques qui ne sont pas que sur la gestion des documents. Les mêmes problématiques se présentent dans l'agriculture, les gens n'aiment plus aller retour à la terre, les gens n'aiment plus
Voilà, donc je pense qu'il y a Frédéric Maté qui veut quitter la réunion, ça se comprend. Hein. Je pense qu'il doit faire 18 heures déjà en Suisse et je sais que tu es en calendrier chargé, donc je pourrais vraiment te libérer et je laisserai Joël Sol te remercier de ma part et de te dire au revoir. Donc Joël, si tu peux le remercier et moi je vais reprendre la présentation plus tard. Merci beaucoup Frédéric pour ton intervention qui a été assez enrichissante sur l'outil. L'outil donc est assez performant et on voit qu'il nous a bien dit que l'outil est un outil agile et moderne qui utilise donc les outils modernes que nous avons, notamment le cloud. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'archivistes qui sont connectés, à demander des informations à Maurice, qui pourra relayer à Frédéric ou à Frédéric directement. Hein, l'un et l'autre travaillent main dans la main et pourront vous aider à avancer en fait sur vos problématiques. Donc je te repasse la parole, Maurice, si tu veux continuer ton exposé. On avait parlé aussi d'un peu de développement personnel pour se lancer, de la confiance en soi, surtout. Pour inciter tous les jeunes bibliothécaires, documentalistes, de formation à se lancer, à demander conseil auprès de mentors, de gens qui ont fait qui ont sauté le pas avant vous, qui pourront vous aider à vous lancer. Donc on répondra aux questions tout à l'heure. Je laisse Maurice finir sa présentation. Alors, donc, merci déjà. Donc, voilà. Moi, ce que je disais aujourd'hui, c'est qu'il faudrait déjà, comme Joël l'a dit, beaucoup de confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, les détracteurs, ils sont nombreux. Il y a des gens qui sont des parasites, qui rôdent autour du métier et qui n'ont aucune compétence dedans, mais qui veulent s'accaparer des intérêts et qui, à la fin, vous les sous-traitent. Et ça, il faut refuser. Par exemple, ça, je suis radical là-dessus, hein, je ne badine même pas avec. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des opportunistes. Aujourd'hui, on ne peut pas également les bannir. Hein. C'est des gens qui savent saisir les opportunités. Là où ceux qui devaient les saisir ont fui leurs responsabilités, ce qui est toujours le cas, ou dans la plupart des pays, le cas dans ces métiers-là. Et donc, si aujourd'hui, comme on dit, la nature ayant horreur du vide, si vous êtes archiviste, alors vous êtes dans votre coin, vous vous dites, OK, bon, je me contente de mon salaire de 200 000, 150 000, souvent même 100 000, donc je reste tranquille. Mais finalement, donc je pense qu'il y a un léger... À demain. Voilà, donc j'ai désactivé le micro de... Voilà. Donc moi je disais, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se ressaisir, de se dire, c'est pas pour rien que en tout cas dans tous les pays que moi je connais, c'est par voie de concours que les archivistes sont sélectionnés en fait. À l'école, en tout cas au Sénégal, l'école que je maîtrise le plus ou la plus, et qui a formé la majorité des anciens bibliothécaires archivistes documentalistes de l'Afrique francophone, on entre par voie de concours. C'est-à-dire, vous avez le bac et vous faites un concours très sélectif et vous rentrez à l'école et au bout de 3 ans, vous avez une licence et au bout de cette licence-là, les meilleurs encore passent un concours pour faire le 2e cycle, le master et en tout cas passer au doctorat. Donc, c'est pas pour rien. Si c'était assez basique, moi je pense que l'État ne mettrait pas tous ces dispositifs pour sélectionner ceux qui deviendront archivistes par la suite. Et c'est pas pour rien également qu'au Sénégal, il n'y a qu'une école qui forme les archivistes bibliothécaires documentalistes. Et je pense que c'est la même chose dans la plupart des pays en Afrique. Donc, ça prouve la qualité de ce que nous avons comme profession. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans un métier ou dans une corporation où vous ne vous sentez pas très engagé, mais d'autres personnes qui vont venir saisir les opportunités se diront, OK, mais il est bien chaussé, mais il ne veut pas monter ses chaussures. Moi, je les prends et moi, j'y vais avec. Et c'est exactement ça qui s'est fait. J'ai vu aujourd'hui pas mal dans l'écosystème des gens
qui ont créé des entreprises dans le secteur et qui ne sont pas du tout des archivistes ou des professionnels de l'information documentaire. On ne peut pas leur en vouloir. S'il y a quelqu'un à qui il faut en vouloir, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui laissons la chaise vide et les gens, ils viennent, ils s'asseyent sur la chaise et au final, ils nous prennent soit comme des stagiaires à qui ils payent 100 000, ou bien ils nous prennent en sous-traitance parce qu'ils n'ont aucune expertise là-dessus. Donc, c'est pour moi là où je disais, tout ce qu'il faut, c'est vraiment une confiance en soi et de se dire, c'est possible, et que ce grand vide dans lequel moi je saute, la grâce de Dieu, mon engagement, ma passion, les conseils que je vais demander aux anciens feront que, avant que je n'atteigne le sol, qu'un parachute se déclenche ou bien que je tombe sur une échelle qui va me permettre de descendre. Il ne faut pas avoir peur en fait de sauter le pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre le risque de se dire, OK, moi je le fais pendant 2 ans et au bout de 2 ans, je peux vous assurer, si vous y mettez toute l'énergie que vous avez, toute la passion et tout le savoir-faire que vous avez à l'école, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas parce que, comme le disait Vincent, c'est aujourd'hui encore un secteur assez vierge sur lequel on peut faire pas mal de choses. Je donne un exemple. Rien que le fait de venir tous les 15 jours, par exemple, vous ne prenez pas d'emploi fixe où vous êtes fixé de 8h à 18h sur une chaise, mais vous pouvez prendre des prestations. Par exemple, vous dites à une entreprise, je sais que vous avez beaucoup de documents, donc moi je peux venir tous les 10 jours, vous classez les documents et vous les mettez dans des boîtes d'archives. Alors, ça, si vous avez 10 entreprises à qui vous faites ça, mais 10 entreprises à intervalle de 10 jours, mais vous pouvez rapidement faire 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et donc, qui gagne aujourd'hui dans notre profession, à part les directeurs des centres de documentation et les directeurs d'archives, qui gagnent plus d'1 million, à part ceux qui sont également dans les représentations diplomatiques, qui sont dans le système des Nations Unies, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui gagne plus d'1 million par mois. Donc, si vous gagnez aujourd'hui 1 million par mois, rien qu'en faisant une journée et demie chez un client à qui vous traitez les documents, s'il y a un numériseur, vous numérisez, vous le mettez dans le cloud, ou vous mettez dans un serveur comme le nôtre, mais vite fait, vous mettez à créer un réseau. Et demain, si vous décidez de vous relancer avec un nom commercial comme Archive Consulting Group, par exemple, ou comme, je ne sais pas, Côte d'Ivoire, archivage, Société nationale d'archivage de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, du Gabon et des autres pays qui sont connectés, moi je pense que c'est très facile et ça va vous aider à vous relancer. Parce que, bon, je sais qu'il y aura des questions dans ce sens-là, mais les gens peuvent penser que pour se lancer, il faut forcément de l'argent. Non, sincèrement, il ne faut pas. S'il y en a, c'est bon. Et s'il y en a même, je pense que c'est un risque. C'est un risque supplémentaire. Parce que si vous avez beaucoup de sous au départ, vous avez tendance à vouloir prendre des charges fixes qui peuvent ne pas être nécessaires au départ. C'est comme prendre un local, prendre, je ne sais pas, une assistante, prendre, je ne sais pas, un chauffeur ou prendre un véhicule. Non. Il y a des choses, il faut les bâtir et elles viendront petit à petit. Et au fur et à mesure, vous aurez la capacité de vous développer. Et dès que vous vous développez maintenant, avec un chiffre d'affaires assez conséquent et régulier, mais si vous voulez, vous pouvez prendre un local, prendre des voitures pour, en tout cas dans le cadre professionnel, pour que les gens puissent se déplacer très facilement. Et ça augmente également votre productivité. Mais vraiment je ne sais pas, Joël, si je suis encore dans le temps, mais tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons, pour ne pas être radical, je ne dirais pas nous avons la meilleure profession au monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre métier est assez transversal pour tous les autres métiers. Pour tous les autres métiers. Et je le répète, moi j'ai eu à travailler dans pas mal d'entreprises et la différence, elle est énorme. J'ai travaillé dans un groupe de presse. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils connaissent un grand groupe. GFM, c'est un grand groupe de référence dans le privé.
J'ai travaillé à Sorano, qui est une compagnie de théâtre, qui est une compagnie, en tout cas, de tout ce qui est tout théâtral et autres, culturel. J'ai travaillé dans l'état civil, j'ai travaillé dans un hôpital. Et même, je dis, si aujourd'hui vous êtes compétent, vous pouvez même travailler dans un garage mécanique parce qu'ils produisent des documents. C'est des factures, c'est des bons de commande, c'est des documents, c'est des fiches de présentation, des modes d'emploi, des moteurs, des process de fabrication, des process de réparation. Donc, là où se trouve l'information, vous pouvez y travailler. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, sur toute la chaîne de valeur, sur tout ce qui se fait et se dit et qui génère des documents, vous pouvez y travailler. Donc, il n'y a pas moyen de, il n'y a pas raison que vous chômiez. Et moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait aller dans l'auto-emploi. Si, quand vous venez devant un chef d'entreprise en tendant la main, mais vous lui laissez le choix de vous donner ou pas. Si vous venez en tant que demandeur d'emploi, mais quand on demande, forcément, ben, on laisse le choix à la personne de dire oui ou non. Mais si vous venez avec une offre, là, vous avez la main qui est supérieure à la main que... Vous ne tendez pas la main, en fait. Vous n'êtes pas vu comme un mendiant, mais vous êtes vu comme quelqu'un qui apporte une solution à une problématique déjà identifiée. Si aujourd'hui sur LinkedIn, vous allez voir une entreprise, vous allez voir le site, vous regardez l'organisation de l'entreprise avec l'organigramme, mais vous pouvez déjà savoir si cette entreprise, elle n'a pas d'archiviste, forcément, elle a des problèmes parce que forcément, ils produisent des documents et il n'y a pas un professionnel qui est dédié à la gestion de ces archives-là. Donc, forcément, il y a un vrac qui dort quelque part, soit dans les cartons au sous-sol, soit sous les escaliers. Et donc, du coup, vous vous pointez comme étant quelqu'un qui peut apporter une solution à cette problématique-là. Mais encore, il y a des entreprises qui n'ont même pas d'espace de stockage de documents. Ce n'est pas pour rien que chez nous, on a lancé depuis 2 ans maintenant un service appelé externalisation des archives qui vise les entreprises qui n'ont pas d'espace et qui veulent stocker leurs documents. Donc, nous, on met à disposition des espaces physiques dans des entrepôts et ces entreprises, elles viennent déposer leurs documents chez nous et nous, on facture par mois, la location mensuelle de l'espace occupé. Et également la livraison de documents. S'ils demandent un document, s'il y a moyen de communiquer le document de façon physique, on le fait. S'ils veulent juste l'information qui est fixée sur le document, on peut scanner et envoyer. Donc voilà des modèles économiques qui peuvent vous aider à vous positionner. Je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être un grand appartement où le salon il n'est pas du tout occupé, mais pourquoi pas prendre 10 boîtes de Orange Côte d'Ivoire, 10 boîtes de, je sais pas, Western Union, je sais pas, de mettre des placards sur le salon et de les conserver et de s'assurer que voilà, c'est pas humide, il n'y a pas de risque d'incendie, les mauvais œils ne pourront pas, le mauvais œil ne pourra pas accéder aux documents. Et donc, pour moi, c'est des choses qu'il faut pouvoir étudier. Et maintenant, le reste, c'est pour moi se dire, OK, il y a une solution qui est innovante, qui est commercialisée par Archive Consulting Group et DocSeries. Moi, je fais ma prospection en ligne sur LinkedIn. Je trouve un acheteur, je fais la mise en relation et derrière, moi, je gagne ma commission sur le chiffre d'affaires ou sur le bénéfice. Ça, c'est des choses qu'il faudra qu'on négocie ensemble. Et voilà, moi, je pense que c'est des choses qui peuvent apporter de l'argent et de l'accomplissement. Parce que la finalité également de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'argent, c'est l'impact qu'on a. Aujourd'hui, malgré mon jeune âge, mon nom est quasiment lié au mot archive à jamais au Sénégal. Parce que dès que vous parlez de Maurice Ndigan Diouf, ils savent que c'est quelqu'un qui est dans l'archivage. Et moi, c'est aujourd'hui tous mes besoins, je les règle grâce à ce que moi je gagne avec l'archivage. Et je pense que je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a besoin, en tout cas, de quelque chose d'assez grand, en tout cas des besoins primaires. Je pense que j'en ai plus besoin.
il m'est facile de voyager, j'ai mon visa très régulièrement, voilà, j'habite quelque part, j'ai mon véhicule et tout. Donc, ce n'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous dire qu'il est possible de rester dans la profession et d'avoir tout ce que les autres ont. Il n'y a pas à développer un complexe. Il n'y a pas un complexe à développer dans ce métier-là. Il est très noble et à la limite, moi, je dirais que si aujourd'hui on se révoltait et qu'on disait tout ce qu'on savait dans nos pays, mais moi, je dirais qu'on pourrait mettre le continent africain en tout cas dans une situation chaotique. Mais ça, ce n'est pas notre rôle. Et notre rôle, c'est de sauvegarder la mémoire collective, la mémoire des entreprises et la mémoire des populations. Et rien que pour ça, on mérite une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, il faudrait que nous la combattions. Il faudrait que nous combattions pour cette reconnaissance-là. Si on ne la donne pas, on l'arrache. Et c'est possible. Donc, Joël, je ne voudrais pas être très long. Je sais que voilà, les gens sont connectés. Ceux qui sont au Cameroun, déjà, il y a 1 heure de temps de décalage. Et au Sénégal également, il y a le couvre-feu. Et je ne voudrais pas que les gens restent à une heure où ils ne pourront pas regagner leur maison avant l'heure du couvre-feu. Donc, s'il y a des questions, moi, je peux y répondre. S'il y a des aspects, Joël, sur lesquels tu penses que je peux revenir, mais n'hésitez pas. Moi, je suis très ouvert. Alors, merci beaucoup, Maurice, pour ta brillante présentation. On voit que tu es un entrepreneur passionné et que tu aimes ton métier. Et pour ça, toutes mes félicitations à toi. Alors, tu as été tellement bon qu'il y a quelqu'un qui dit « Je veux devenir archiviste ». Quelle est la procédure? Alors, moi, je suis très content, hein, mais maintenant, c'est comme on dit, hein, c'est un concours. Je ne sais pas si tu pourras devenir archiviste, mais au moins tu peux devenir archiviste, par exemple. Ça peut t'aider à. Tu peux voir que c'est des. Alors, Maurice, ton micro ne fonctionne plus, hein? Ouais, je pense que c'est la connexion qui n'est pas très stable. Oui, oui, tu peux enlever la vidéo et on t'entend bien là. Allô? Ouais, donc, comme moi je disais, c'est vraiment ça. Et donc, tout ce qu'il faut, c'est s'il y a une école, qui forme les archivistes, peut-être penser à faire le concours, ou bien il y a peut-être des masters. Au Sénégal, je sais qu'il y a des masters spécialisés au niveau de l'EBAD. Dès que vous avez une licence dans un domaine, vous pouvez postuler en tant que grand commençant et vous débutez avec un master. Ou bien vous revenez en licence directement, vous sautez la première année et la deuxième année, et directement vous allez en licence. Et vous avez la possibilité d'être très rapidement sélectionné pour le master par la suite. En plus d'une licence en une année, vous avez la possibilité d'être sélectionné en master. Et donc, pour moi, c'est déjà une facilité. Moi, je sais que j'ai connu, personnellement, quand moi je faisais ma licence, j'ai connu pas mal d'Ivoiriens, de Togolais avec qui j'étais en classe, qui sont venus se former au Sénégal. Donc, le Sénégal, c'est pas pour rien qu'il est assez leader, même si on est très mal outillé sur l'Organisation générale des archives, mais quand même, la toute première école de l'Afrique francophone, avec Senghor, qui était un grand visionnaire, a créé cette école au Sénégal. Donc, je ne sais pas dans quel pays celui ou celle qui pose la question réside, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez un budget... Les Sénégalais, c'est Baïsi Diop. Donc, l'école bibliothécaire est là. Maintenant, pour être, peut-être, par exemple, de façon alternative, si vous voulez, nous, on développe souvent des formations thématiques sur des modules pour 3 jours où on vous amène à l'hôtel, on vous met en situation pratique où vous partagez le groupe avec des Maliens. L'année dernière, on avait des Maliens, des Togolais.
Et là, vous pouvez avoir également des soft skills, en fait. Parce qu'aujourd'hui, également, l'apprentissage, il faut aller au-delà du diplôme. Il y a des choses que vous pouvez apprendre de façon tacite qui peuvent vous générer, qui peuvent vous aider dans ce métier-là à le faire. Moi, j'ai connu des gens qui ont démarré de façon tacite dans les archives parce que peut-être il y avait l'oncle qui était le directeur de telle entreprise qui pensait que les archives étaient très moins importantes qu'il fallait y caser quelqu'un qui va, je ne sais pas, faire quoi. Mais avec leur passion, ils sont devenus aujourd'hui des gens incontournables parce qu'ils ont vécu la chose en direct et ils sont allés par la suite se former à l'EBAD pour valider leurs compétences. Mais moi, je pense que comme il est au Sénégal, dès l'instant que vous prenez contact avec moi-même, il y a des mises en relation que je pourrais faire au niveau de l'EBAD. Le concours, il est ouvert tous les mois de juin, avril, juin, juillet. Et on prend les bacheliers, on prend les gens qui ont le diplôme et on prend également ceux qui ont la licence, qui veulent faire grand commençant en débutant à la licence ou bien qui veulent faire un master directement. Donc, moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est possible. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre. Et moi, je pense que tous les métiers, même les métiers qui sont plus techniques, si vous avez la volonté d'apprendre, mais vous pouvez toujours apprendre. Alors, je pense qu'il y a une invitée qui s'appelle Evia qui va reprendre contact avec toi parce qu'elle voudrait avoir toutes les procédures et normes pour mettre en place une PME dans la gestion des documents en Côte d'Ivoire. Donc, j'invite Evia à se connecter avec Maurice pour ça. Et une autre question. Croyez-vous que dans le domaine de l'environnement, il est possible de faire de l'archivage? Oui, bien sûr. C'est récent. Hein, dès que vous produisez des documents, je vais répondre de façon... je vais avoir deux approches pour répondre. Déjà, dès que vous produisez des documents, vous pouvez archiver. Mais ce qui est plus important dans ce volet-là, c'est qu'il est déjà important que, je ne sais pas, l'environnementaliste ou bien l'entreprise de gestion, en tout cas de l'environnement, quel que soit le métier, puisse elle-même être en cohérence avec elle-même. Parce que si vous dites protéger l'environnement et que vous-même, on sait que le papier, il est produit des arbres et que vous utilisez une grosse masse de papier, vous êtes en incohérence avec votre mission. Et c'est pourquoi nous, on est en train de promouvoir le zéro papier. Je sais qu'en Afrique, ça va encore être très difficile dans le siècle dans lequel nous sommes. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller sur du zéro papier pour, en tout cas, pour ne pas agresser trop l'environnement, en fait. À cela, il s'y ajoute les impressions à outrance. Depuis l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de la communication, les gens ils produisent énormément de documents. Et donc, cette production a un coût. Les imprimantes, il y a de l'encre qui est mise dedans, il y a l'électricité qui est également souvent par de l'électricité verte. C'est issu des centrales éoliennes, pas éoliennes, des centrales électriques qui génèrent un taux de carbone assez élevé. Et donc, pour moi, aujourd'hui, être environnementaliste voudrait dire aujourd'hui essayer d'aller sur cette logique et de se dire, mais nous, on archive, mais on le fait de façon écologique. Mieux encore, aujourd'hui, même dans la destruction des archives, nous avons des compétences. Il y a moins de 2 mois, nous avons travaillé avec Grofin Sénégal, qui est une grosse filiale d'un programme né au Nigeria, qui fait dans le financement et dans l'accompagnement des PME. Et ils voulaient déménager du Sénégal et ils avaient des documents à détruire. Mais je me suis entretenu avec le DG et je lui ai dit, vous voulez détruire? J'ai dit oui, mais je lui ai dit, nous sommes écologiques. On ne va pas du tout brûler vos documents. On va incinérer, on va les broyer au four parce que nous sommes assez écologiques. Et ça a été fait. Et ils ont assisté à la destruction. Ils étaient très contents parce qu'au moins, ça aurait été d'autres personnes, ils pouvaient brûler et ça va dégager du gaz à effet de serre et autres. Mais pour résumer vraiment, bien sûr, quel que soit le cœur de métier dans lequel vous êtes,
vous pouvez toujours faire de l'archivage de documents. Et c'est avec grand plaisir que je pourrais également vous accompagner. Et, vous accompagner dans ce. Evia, je pense qu'on a été en contact bien avant cette formation. Et moi, je pense qu'il y a des choses qu'on pourra développer ensemble en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, si tu peux être court dans les réponses, parce qu'il y a d'autres questions. Hein. À quel moment un archiviste peut se déclarer consultant? Alors, donc, ouais, c'est dès que vous avez votre diplôme et que vous sentez que vous avez validé des compétences, les compétences, ce n'est pas que des compétences techniques, mais c'est des compétences managériales également. La capacité à pouvoir parler aux gens, la capacité à développer un plaidoyer avec un client, la capacité à pouvoir rédiger correctement des mails, mais pour moi, vous avez déjà les bases. Et si vous avez la capacité à identifier une problématique, à bien la poser et à pouvoir y apporter des solutions et à manager des équipes, pour moi, vous avez déjà les bases d'un bon consultant. Maintenant, un consultant, il peut être junior, hein? C'est comme les métiers. Tu peux être junior, tu as 25 ans, tu as un diplôme, tu es junior consultant. À 45 ans, tu as accumulé beaucoup plus d'expérience et là, tu deviens consultant senior. En tout cas, ce qui est bien, c'est de débuter. Il faut penser à débuter et le reste, maintenant, ça vient avec l'apprentissage, les rencontres qu'on va faire et autres. Alors, est-ce qu'il existe une ou des normes pour réguler les prestations dans le domaine de l'archivage numérique? Alors, oui, il y a des normes quand même. Hein. Il y a des normes, je sais qu'il y a les normes ISO qui, aujourd'hui, voudraient que les entreprises aient une production documentaire qu'ils maîtrisent. Je sais également qu'il y a les normes AFNOR, parce que malheureusement, au Sénégal, en Afrique, on n'est pas très, on n'a pas d'organisme de normalisation assez puissant, assez puissante, et donc on se base la plupart sur les normes ISO et sur les normes AFNOR. Sur les normes AFNOR, c'est les normes de l'association française de normalisation qui peuvent également. Tu vois. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des choses, les plus grandes normes, c'est vraiment l'ISO et l'AFNOR. Donc, qui sont vous pouvez vous documenter, hein, c'est open source. Vous allez sur le net, mais vous avez toute la documentation qui est afférente à ce secteur-là. Alors, quelle serait la forme juridique idéale pour un archiviste qui veut se lancer dans les affaires? Quel que soit votre domaine de métier, que ce soit de l'archivage, quel que soit le domaine, il est toujours conseillé d'aller sur une entreprise individuelle au départ. C'est moins risqué, ça vous permet de valider l'idée de business et les impôts sont assez flexibles. La société, elle a un coût. Il faudra avoir, je ne sais pas, un commissaire au compte ou bien forcément avoir un expert comptable qui va valider les comptes, qui va faire la comptabilité, qui va déclarer les impôts. Donc, pour moi, la meilleure formule, c'est d'aller sur une entreprise individuelle où on a le choix d'avoir un nom commercial ou d'être auto-entrepreneur en signant avec son nom propre. Comme par exemple, moi, j'avais démarré avec Maurice Diouf, consultant, et à la fin, je suis allé sur une entreprise individuelle qui s'appelait Archive Consulting Group. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que dès que vous aurez pris les bonnes habitudes et que vous êtes bien ancré dans votre business, vous avez désormais la possibilité de garder le même nom et de changer la forme juridique. Mais vraiment, pour ne pas être long, la meilleure forme juridique au démarrage, c'est vraiment la forme juridique entreprise individuelle.
ça peut être différent. Je ne sais pas si, en tout cas, je ne sais pas, l'arsenal juridique du Sénégal dit entreprise individuelle. Je ne maîtrise pas du tout, mais je pense que l'OHADA a validé. Hein. Je pense que tous les pays qui sont connectés dans ce webinaire sont des pays membres de l'OHADA. Et je pense que sur ça, je pense que Joël pourra me confirmer ou infirmer. Mais je pense que sur tous les pays, on peut parler d'entreprise individuelle. Maintenant, il y a une nouvelle forme qui est en train de prendre le dessus, c'est une SAS. C'est une société à action simplifiée. Ou si vous êtes 4, parce que la limite également de l'entreprise individuelle, c'est que même si vous êtes 4, le NINEA sera au nom d'une personne. Donc, si aujourd'hui, vous êtes 4 et peut-être que voilà, il y a des choses qu'il faut régler, mais pourquoi pas ne pas aller sur une SAS qui est une société, mais en réalité, qui est une société assez flexible et beaucoup plus maniable en fait qu'une société, une SARL, une SA ou bien une SURL. Mais je pense que c'est des choses sur lesquelles Joël peut revenir. Mais je pense que de façon ramassée, j'ai pu répondre à cette question. Oui, quand on commence l'entrepreneuriat et quand on se lance, je pense qu'il faut prendre le moins de risques possible. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a les impôts. Donc, l'entreprise individuelle est le bon compromis pour se lancer et pour voir ce qui se passe sur les 3 premières années. Si vous avez une croissance exponentielle, très rapidement, vous aurez un conseil juridique qui va vous accompagner ou un conseil fiscal. Et là, vous saurez vraiment ce qu'il faut faire et ce qui conviendra le mieux à votre entreprise par rapport au secteur où vous êtes et à l'impact que vous voulez, la croissance et l'impact que vous voulez avoir. Donc, n'hésitez jamais à demander un conseil juridique ou un conseil fiscal ou même un expert comptable. Il vous donnera vraiment les meilleurs conseils pour la meilleure forme juridique qui sied à ce que vous voulez faire. Alors, une dernière question, celle-là, c'est comment gérer la collaboration quelquefois conflictuelle entre archivistes et informaticiens. J'ai envie de rire en fait. Et ça, c'est une question à laquelle je m'attendais. Et même, je pensais que je devais même aborder ça dans le... Mais j'ai fait exprès de ne pas en parler. Mais là, on me donne l'occasion d'en parler. Nous ne sommes... C'est comme je disais à un gosse, et finalement, il a compris. Il ne doit pas y avoir de conflit entre les archivistes et les informaticiens, parce qu'ils gèrent deux choses différentes. L'informaticien gère le contenant ou le conteneur. L'archiviste gère le contenu. Je m'explique. De la façon, même si vous créez, même si l'informaticien crée une base de données avec toute l'architecture informatique, si l'information est très mal structurée dans sa base de données, on n'aura jamais gain de cause en voulant rechercher les documents. Si l'archiviste se sent assez complet pour ne pas demander le soutien d'un informaticien, il peut mettre en place un système d'archivage, mais il risque d'être archaïque, ce système. La preuve, regardez, Frédéric, il n'est pas du tout archiviste. Frédéric n'est pas archiviste. Il est développeur, il est informaticien, mais il a compris que voilà, c'est un secteur assez porteur qui s'est lancé. Mais aujourd'hui, il ne vend pas ses solutions directement. Il ne peut pas les vendre directement. Il les fait revendre par des équipes d'archivistes qui ont la compétence de pouvoir attaquer le marché. Et vous devez aujourd'hui, comme je disais, rester archiviste ne suffit plus. Vous êtes diplômé, vous sortez avec un diplôme d'archiviste, bibliothécaire, documentaliste, mais l'objectif, c'est de tendre vers des métiers technico-commerciaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi aujourd'hui? Vous avez la capacité de manager un projet informatique. Moi, à la fin, je suis allé faire 8 mois de formation en développement web. Et aujourd'hui, quand moi, je pilote des projets de GED, mais j'ai toute la compétence, ou bien j'ai quasiment un droit de regard pour voir est-ce que ce qui a été fait est en train d'être bien fait ou pas. Donc, il ne faut pas, en amont, penser
penser que c'est des adversaires. Non, moi je pense que ça doit être des collaborateurs. Et il faudra leur tendre la main et que chacun puisse reconnaître la force de l'un et de l'autre, et vice-versa. Ce qui fait aujourd'hui, mais vous faites une belle équipe. Si vous avez un informaticien, sur tout ce qui est technique, il pourra le faire. Mais sur tout ce qui est organisationnel, forcément, c'est l'archiviste. Vous demandez à un informaticien c'est quoi un cadre de classement, il ne sait pas. Vous demandez à un informaticien c'est quoi un calendrier de conservation, il ne sait pas. Peu d'entre eux savent ce que veut dire l'indexation. Donc, vous détenez les mots-clés. Eux, ils détiennent peut-être la compétence qui va vous permettre de transformer la vision en réalité. Et donc, pour moi, il n'y a pas moyen il n'est pas correct qu'on parle de concurrence, non. Ils ne peuvent pas nous remplacer. Nous, ils peuvent devenir archivistes s'ils veulent. Ils peuvent se former après l'informatique, ils peuvent être archivistes, mais nous également, on peut devenir informaticien. Donc, du coup, pour moi, le mix serait une bonne chose et non la confrontation. Alors, tu répondais à la dernière question. Evia demandait comment passer d'archiviste au poste de responsable informaticien d'une structure. Donc, ça tombe bien. Tout à fait. Il faut aller juste apprendre. Hein. Et pour moi, c'est aujourd'hui, quand on parle de DSI, moi, j'ai connu des DSI qui sont archivistes, des directeurs de systèmes d'information, parce que l'information, voilà, elle est globale. Même ceux qui ont fait communication peuvent prétendre à ce métier-là. Parce que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'être initié à la chose et d'avoir les compétences de manager aujourd'hui dans mon entreprise, mais je ne sais pas tout faire. Mais au moins, j'ai la capacité de détecter les profils avec lesquels je peux faire des choses. Et donc, sur quel que soit le projet, moi, je peux dire, il nous faut un informaticien, il nous faut un communicant, il nous faut un gestionnaire de projet, il nous faut tel. Et donc, de cette salade-là que tu crées autour de toi, mais tu peux devenir tout et n'importe quoi. Moi, je dis, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la connaissance, elle est assez globale et elle est accessible à tous. On n'a pas besoin, on a les mêmes compétences, on peut avoir les mêmes compétences que quelqu'un qui a fait Harvard, que quelqu'un qui a fait la Sorbonne. Tout ce qui change peut-être, c'est son lobbying à lui. Mais les compétences, elles peuvent être validées en fait. Sur YouTube, vous avez énormément de tutos sur des MOOC. Je sais que l'AEF, ils ont des MOOC. Je sais que Khan Academy, ils ont énormément de contenu de qualité. Coursera, ils ont également des plateformes d'apprentissage. Et donc, si vous voulez, sur chaque thématique, vous avez des cours dans lesquels vous passez des évaluations. Et donc, vous pouvez au moins avoir une certification sur tel ou tel aspect. Et ça peut être validé, en fait. Maintenant, on a des systèmes assez francophones qui accordent beaucoup plus de crédit au diplôme. Mais si vous allez, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait des écoles de commerce, qui sont devenus peut-être des directeurs d'entreprise et qui excellent dans la vente. Donc, moi, je pense que Evia, c'est bien possible. Et, il suffit juste d'avoir de la passion et de la volonté. Alors, excellent, Maurice. Merci beaucoup. Merci aux invités qui ont assisté à ce webinaire. Merci aux différents présentateurs. Nous avions Frédéric qui a dû partir, Insa Touré qui nous a fait une formidable démonstration sur le marketing digital, et Maurice Diouf qui est initiateur en fait de ce webinaire et qui dirige la société Archive Consulting Group. Donc on a compris que l'information était capitale dans nos sociétés modernes, que celui qui détient l'information détient le pouvoir, que l'archivage pouvait être un moyen et une opportunité business impressionnante. Donc, tous les archivistes et tous ceux qui ont des problématiques de classement ou de documentation, d'information, je vous invite à vous rapprocher de Maurice Diouf qui a laissé ses coordonnées sur le chat. Alors, n'hésitez pas à recopier ces coordonnées avant que nous clôturons ce webinaire. Et je vous invite dès à présent au prochain webinaire qui aura lieu au mois de mars.
Maurice, si tu veux en parler en 2 minutes. Parce que je pense que je vais plus prendre la parole à partir de là. Ouais. Et je voulais vraiment te remercier également. Vous êtes un mentor et une maman pour moi. Et vous m'avez accompagné dans pas mal de challenges. Et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir été en tout cas de vos mentorés en fait. Et pour ça, je vous manifeste toute ma gratitude. Et donc, je sais qu'il y a encore des choses qui vont se faire dans le futur. Alors, le prochain webinaire portera sur des thématiques de ce genre, hein, parce que moi, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps que j'ai partagé sur le site web de mon entreprise et que j'ai partagé également sur LinkedIn. Aujourd'hui, pour moi, nous avons une grosse opportunité qui est née de la crise sanitaire qui sévit dans le monde. On a été tous confrontés au télétravail et qui parle de travail à domicile parle d'accès aux documents. Et donc, pour nous, archivistes, nous avons aujourd'hui cette responsabilité et nous avons cette opportunité devant nous de pouvoir nous positionner en tant que révolutionnaires de la crise sanitaire en fait. Et donc, moi aujourd'hui, je pense que ce webinaire-là va porter sur des thèmes qui sont liés à l'accès aux documents en cas de crise, le télétravail, la gestion électronique de documents, le cloud computing et d'autres aspects qui sont en lien avec le domaine de l'archivage et la gestion électronique des documents. Maintenant, ça va être beaucoup plus orienté entreprise, avec des entreprises qui vont envoyer des participants, comme on a l'habitude de le faire, mais de façon physique, soit à la Somone ou dans la Petite Côte. Mais cette fois-ci, ça va être un webinaire. Ça va être également payant, mais en tout cas, on ciblera les entreprises qui ont un réel besoin de gestion électronique de documents. Et par webinaire, on peut s'attendre également à ce que nous avions aujourd'hui, les gens du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, des autres pays de l'Afrique en fait. Donc, si vous connaissez également des entreprises dans vos pays qui peuvent en tout cas participer à ces webinaires-là, mais le principe reste le même. Si vous inscrivez des entreprises, mais vous prenez une commission sur le paiement de ces entreprises-là. Donc, ma façon de faire du business, c'est de faire du win-win. Je gagne, vous gagnez. Mais ce n'est pas une façon de me dire, OK, vous bossez pour moi. Personne ne bosse pour personne. On bosse ensemble et on se partage les gains. Donc, merci Joël et merci aux autres qui sont restés connectés. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont parties peut-être du fait d'une mauvaise connexion et qui tentent de revenir. Mais là, je pense que c'est déjà trop tard en fait. C'est fini. Alors, moi, je voudrais vous dire un dernier mot. Je vous souhaite une excellente année 2021, malgré la crise. Justement, que la crise soit un moteur pour vous surpasser et pour vous surpasser votre créativité et que cette année vous apporte pleine de satisfaction à tous les niveaux et je vous souhaite une excellente santé à tous. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain webinaire et restez prudents et connectés à toutes les bonnes opportunités qui peuvent être sur le marché. Alors, Maurice nous fait un petit coucou, on se dit au revoir et à bientôt. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée. Merci, ciao.